L'essentiel de nos hauts officiers militaires sont en prison, injustement arrêtés. Plus de 50 hauts officiers militaires. Plus de 50. Et ce qui est surprenant, si vous regardez leur identité... On ne peut pas dire qu'ils sont injustement arrêtés parce qu'on n'a pas eu accès non, mais attendez, à leur dossier. Il y a plus, pour certains. Il y a plus de 50 hauts officiers militaires qui ont été arrêtés. J'ai dit plus de 50. Je peux aller même à 100. Ils sont nombreux ici. Et ça dépend s'ils ont commis des faits infractionnels. Non, mais attention. Je veux vous démontrer qu'il y a un lien entre les arrestations et l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie Est. Bolodia soutient que dans nos prisons se trouvent des officiers. Plus de 50, comme il est dit. Haut officier. Haut officier. Quand il dit haut officier, je considère qu'il prend à partir des grades des colonels. Exact. Alors, ces statistiques, ces chiffres est d'abord faux. Faux. Parce que Bolodia l'a dit. Il le dira encore ailleurs que personne ne le croit. J'ai fait la prison. Dolo. J'ai fait la prison de Makala. Ah, ok. Écoutez, j'ai fait la prison de Makala et j'ai des amis qui ont fait Ndolo et qui sont venus, qui m'ont trouvé à Makala. J'ai fait avoir bien compté le nombre d'officiers. Et la plupart d'officiers qui sont là-bas, à part ceux qui sont là pour des faits disciplinaires, qui n'ont pas de rapport avec la rébellion, mais ceux qui sont arrêtés pour de causes relatives à la rébellion, sont là. Même avec leurs complices ougandais ou d'autres nationalités. Ils sont en Ndolo. Qui sont, non, même à Makala. Il y en a. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ligne Rouge sur Politiquement, votre émission qui vous donne en effet les indispensables. Ce soir, l'actu est dense et même bouillante ou bouillonnante. On reviendra tout à l'heure sur l'Église catholique qui se prononce pour la première fois sur l'accord du 27 juin. Depuis Rome, le cardinal Fridolin Ambongo a donné de la parole. Il estime que c'est une demi-mesure ou
une fausse solution. On reviendra tout à l'heure et d'ailleurs, vous regarderez un extrait de son interview depuis le Vatican. Des arrestations, des interpellations en cascade au sein de l'appareil sécuritaire. Le général Chiwewe, l'ancien chef d'état-major général, certains de ses proches ont été interpellés. Faut-il y voir les signes d'un coup d'état avorté ou carrément une sorte de réorganisation silencieuse de l'appareil sécuritaire? On posera la question à nos invités. On verra également le cas Moutamba, l'ancien ministre, Jean Luder, hier. Aujourd'hui, face à la justice, on verra avec nos invités s'il s'agit en tout cas d'une dérive personnelle ou d'un ciblage politique, la plainte contre certains proches du président Tshisekedi, ou encore la photo polémique de l'évêque de Lubumbashi, le président de la Senko, avec Corneille Nangaa, la bénédiction à problème. On évoquera toutes ces questions dans Politikon. Enfin, ici, dans Ligne Rouge, on espère que vous êtes au bon endroit et vous arrivez au bon moment. Bienvenue à tous et à chacun. Le casting de ce soir, parce qu'on vous a promis des débats de qualité. Ici, on a d'abord celui qui n'est plus à présenter, Alain Bolodjoa, qui est à ma gauche, à votre droite. Bienvenue. Merci en tout cas pour l'opportunité. Mes salutations à mon co-débatteur et à tout le monde. Bien. Vous êtes le bienvenu chez nous, président du parti politique Le BAT. Il y a aussi Jocelyn Mwangi qui patronne depuis quelques semaines maintenant un courant politique dénommé Avance. Bienvenue. Merci Jean-Pierre, merci et puis bonjour Alain Bolodjoa. Pour ceux que vous regardez chez nous pour la première fois, on sait, enfin, pas pour la première fois, vous êtes déjà passé ici, mais sous un autre label, une autre casquette, vous étiez en ce moment-là président du bureau politique, vous appelez là-bas l'Assemblée nationale, du parti Alliance pour le changement, c'est bien ça, le parti de Jean-Marc Kabonde. C'est un cursus politique. Vous avez changé de fusil d'épaule. Nous avons pris une nouvelle direction politique. L'opinion aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il s'est passé que des hommes politiques sont ceux qui pratiquent l'art des décisions, l'art d'orientation et surtout l'art de gouverner. Dans ce parti, j'ai eu un rôle de direction, un rôle de gouvernance interne et des décisions en termes de résolution parce que j'étais l'organe délibérant. Mais à un certain moment, je me suis retrouvé devant une situation ou des situations qui ont laissé entendre des désaccords insurmontables à l'interne. Il fallait que je puisse prendre des décisions comme un homme politique. La décision prise a été celle de démissionner des fonctions que j'exerçais en tant que président du conseil politique de ce parti. Et ensuite, retrait volontaire avec effet immédiat. C'est parti pour relancer le courant politique Avance. Pourquoi certaines sources là-bas disent que vous avez plutôt été contraint à la démission? Quand on dit contraint à la démission, c'est peut-être autre chose. Moi, je voudrais, bien que ces sources soient très vraies, c'est que dans la fonction que j'occupais à l'époque, il y a des mécanismes à travers les règlements intérieurs dont je suis l'un d'architecte de ces règlements intérieurs. Il y a des mécanismes de démission ou carrément de déchéance qu'on pouvait observer, mais dans ces mécanismes, il n'y avait jamais eu la contrainte à une démission. Et ça révèle donc un acte autocratique et que je ne voudrais pas beaucoup commenter. Et moi, je me suis plutôt assumé comme un acteur politique et j'ai pris la décision de démissionner et de me retirer. Allez, alors, ce n'est pas notre sujet du jour, mais on en parle quand même parce que c'est la première fois que vous venez chez nous. Vous êtes passé d'un bord à l'autre, vous quittez l'opposition pour rejoindre la mouvance au pouvoir, l'Union sacrée, ou pour soutenir le président Tshisekedi. D'aucuns verraient dans cet acte un retour au bercail. Tout le monde a son mot à dire lorsqu'il y a de l'actualité, lorsqu'il y a des faits, mais moi je me suis... Vous avez été attiré par des offres politiques? Je me suis défini comme étant celui qui a posé un acte républicain et patriotique, celui de répondre à l'appel de la patrie qui est en danger aujourd'hui, et celui qui a pensé que la RDC a plus besoin de ses fils unis, retrouvés et autour ou sous un leadership. Je vois là donc l'autorité du chef de l'État et qui, ensemble avec lui, devrait rechercher de solutions. Vous avez demandé à rencontrer le président Tshisekedi. Avez-vous déjà reçu une suite par rapport à cette demande? C'était un souhait patriotique et lequel souhait jusqu'à aujourd'hui attend un accomplissement et je suis optimiste. On ne dirait pas que vous vendez vos enchères? Écoutez, moi je ne suis pas dans la politique pour suivre tout ce qu'on dit. Je suis dans la politique pour poser des actes politiques qui sont historiques. Donc mon cursus politique
haï des chapitres inoubliables, mémorables et dont je suis fier. Et je crois qu'un jour, rencontrer les chefs de l'État, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Lorsque j'ai lancé les courants progressistes Avance en 2020, j'ai rencontré le président Tshisekedi dans le cadre des consultations en prélude de la création de l'Union sacrée de la nation. Donc, je demande ce que le chef de l'État m'a déjà accordé une fois. Et je sais qu'il sait me l'accorder et qu'il me l'accordera en temps voulu. Qu'est-ce que vous avez en commun aujourd'hui avec le pouvoir? Ce que nous avons en commun, c'est le patriotisme, c'est l'engagement républicain. Ce que nous avons en commun aujourd'hui, c'est les mêmes regards. Parce qu'il fut un temps où j'ai regardé dans la direction de ce qui était défini avec vous étiez implacable, intraitable, très dur dans vos propos. C'est ça la profession politique. Appartenir à un groupe, faire la politique du groupe et savoir se départir de sa personne. Mais lorsqu'on reprend sa liberté, on s'auto-définit. Ou on va faire une émission entière sur ça. Merci bien, Ghislain Mwangi, d'être venu chez nous, président du courant politique Avance. Alain Bolodjoa, je voudrais, pour entrer en matière avec vous, commenter un fait qui semble bénin, mais très important. On a fini l'année scolaire sans bulletin. Il n'y a pas eu de bulletin quand nous sommes allés le 5 juillet pour certains, dans certaines écoles. Il n'y a pas eu de bulletins qui ont sanctionné la fin de l'année scolaire. On a payé pourtant. Les écoles nous ont dit, l'État ne nous les a pas encore donnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a toujours eu un problème de dysfonctionnement avec nos amis du pouvoir. Parce que quand on avait pris l'initiative de conditionner l'établissement ou l'émission de bulletins par l'État, les écoles avaient soulevé certaines inquiétudes. Et parmi ces inquiétudes, c'est ce qui justifie aujourd'hui cette absence. Parce que justement, les gens ne savent pas faire des anticipations ou programmer. Pourtant, l'action gouvernementale doit se baser essentiellement sur la programmation. À la fin des études ou à la fin d'une formation, il faudrait que effectivement, le processus soit sanctionné par un document qui permet à l'enfant de quitter d'une phase à l'autre. Aujourd'hui, nous constatons que à la fin de l'année, les enfants ont des pourcentages, mais n'ont pas de documents. C'est inédit, c'est une des rares fois que cela arrive. Fort malheureusement, parce que depuis qu'ils ont eu le monopole des émissions des bulletins, nous constatons fort malheureusement qu'ils n'ont pas su faire profiter aux enfants, et cela va certainement impacter. Parce que n'oubliez pas que parmi nous, il y a de ceux qui vont se déplacer. Il y a de ces enfants qui doivent changer d'école par rapport à certaines réalités. Sans bulletin, ils ne seront pas reçus. Et comme toujours, l'odeur de détournement, j'ai lu un article salé de notre confrère, Innocent Olenga des Scoop, qui pointe un doigt accusateur sur le secrétaire général à l'EPST. Il n'a pas tort, mais le problème, c'est que moi qui vous parle, je suis victime de cette pratique. Il y a M. Moïndo Nzangi, à l'époque, il était encore ministre des Lessus, avait demandé aux anciens diplômés de venir acheter ou payer pour avoir. Nous avons tous payé. Nous avons payé justement. $20 pratiquement, mais ça n'a servi à rien. Jamais été servi. Justement parce que pour eux, déjà, ils ne considèrent pas les études. Ils n'accordent pas une place de choix à la formation ou à l'éducation des enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'essentiel d'entre eux ont de faux diplômes, justement parce qu'ils ne savent pas mesurer l'importance de l'éducation. Et nous pensons que cette manière de faire risque de préjudicer et les parents et les enfants. Ils doivent s'amender et au plus vite. La parole va tourner, mais une question personnelle. J'ai vu sur Twitter, vous avez alerté l'opinion que vous étiez ciblé par des services du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Vos concessions en Mbandaka, dans l'Équateur, sont la cible des calculs politiques. Expliquez-nous, on vous empêcherait de réhabiliter, de rénover vos propres bâtiments. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'attends qu'on me donne les références de loi ou sinon des arrêtés qui leur permettent de nous exiger de payer des taxes. Et ils doivent aussi donner la référence de la création de ces taxes parce que j'ai essayé de consulter un certain nombre de textes qui régissent les secteurs. Oui. Je ne vois pas une maison de cette nature puisse payer, qu'on nous exige de payer le frais pour la réhabilitation.
Nous avons... Vous avez parlé d'un permis... permis de construction, ouais. Parce qu'on avait l'intention, j'ai l'intention de réhabiliter un certain nombre de biens nous légués par notre papa. Et je constate qu'à chaque fois que je décide de travaux, il y a toujours des services. Et à chaque fois, quand je leur demande de donner la référence, ils n'en ont pas. Il y a quelqu'un qui a commenté sur les réseaux disant que non, il y a une loi qui donnerait le droit à l'administration d'exiger des frais. Je lui pose la question, il me dit non, il y a une loi. Il y a effectivement de lois, il y a des arrêtés interministériels ainsi que des arrêtés ministériels qui parlent de réhabilitation, oui. Il parle de permis d'autorisation de bâtir, oui. Autorisation de bâtir, mais fort malheureusement, on ne parle pas de maisons basses. On parle de maisons en étage. C'est ce que j'ai vu dans le texte. S'ils ont d'autres éléments, j'attends. Et ils doivent aussi nous fixer sur le comment payer. Parce qu'apparemment, ils veulent qu'on paye au niveau de leur bureau, alors qu'en réalité, moi, je ne peux pas payer une taxe dans un bureau qui n'a pas... Merci bien, Alain. Ça se passe en Bandaka pour ceux qui ne comprennent pas l'affaire. Je voudrais qu'on suive l'extrait d'une intervention du cardinal Fridolin Ambongo, pas Mosingo, comme je l'ai dit précédemment. On va l'écouter, ensuite on reviendra. Je sais manger, vous prendrez la parole en premier. Le cardinal qui estime que la solution qu'on envisage maintenant, minerai contre sécurité, est une fausse solution. Il donne sa recette magique. Je voudrais qu'on regarde ces tout petits extraits. On reviendra, vous prendrez la parole ensuite à l'Imboludio. Alors que nos communautés restent privées d'eau potable, la course aux minerais stratégiques est aujourd'hui, surtout en Afrique, à l'origine de la prolifération de groupes armés. Et récemment, vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes en guerre entre vous et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez le minerai. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché, mais bon, chez nous, tout le monde court, tout le monde a peur de Trump. Nous disons, avec ces documents, que c'en est assez, cette façon de fonctionner. Assez de fausses solutions, assez de décisions prises sans... Trop cette façon de fonctionner, minerai contre sécurité, c'est fragile. Le cardinal va très loin, c'est une fausse solution qui n'arrêtera pas la guerre, qui ne remettra pas non plus la paix. Juste les moyens, vous avez la parole pour commenter la réaction de ces hauts responsables de l'Église catholique qui s'inscrivent en faux contre les documents que vous trouvez-vous salutaires, porteurs d'espoir et de paix. Écoutez, déjà, je ne pense pas que la fonction du cardinal lui donnerait ici tout le droit de savoir ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est stratégique. Déjà, en attendant ce que le cardinal vient de dire, les experts peuvent normalement le détecter. Le cardinal a fait des récitals sur ce que la raison des guerres dans le monde, parce que nous l'avons toujours dit, le monde est ce qu'il est aujourd'hui, depuis la nuit des temps. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'humanité, l'histoire des royaumes, l'histoire des barbares, des vikings, la colonisation, la traite des Noirs, tout est facteur de marché, de besoins de ressources humaines. Il y a eu esclavage, traite négrière, déportation, de besoins de caoutchouc. Il y a eu ce qu'il y a eu avec le Léopold au Congo, de besoins de minerais. Et nous sommes à l'époque des transitions énergétiques. D'où l'importance de ces minerais stratégiques. Et ça fait qu'il y ait des guerres aujourd'hui. À l'Afrique, il y a des guerres. Aujourd'hui, comme il y a la guerre en Ukraine, tout se justifie et par la guerre. Et donc, le cardinal Ambongo
Je rigole un peu parce que je trouvais que son intervention est un peu satirique, mais il oublie qu'il parle d'un grand pays qui a connu aujourd'hui plus de 10 millions de morts des suites de cette guerre. Il y a plus de 10 millions de déplacés internes actuellement et qui compte plusieurs milliers de déplacés à l'extérieur de notre territoire. Et donc, la question qu'il faut se poser est que si le cardinal Ambongo constate que la prolifération de groupes armés est due du fait de ces besoins de minerais stratégiques que présentent les industries, le multinational, les puissances nucléaires, et que c'est de cela que viennent la prolifération de groupes armés, que ce soit en Afrique centrale ou dans le Grand Lac, que ce soit dans le Sahel, les conflits qu'il y a partout dans le monde, tout comme en Ukraine, comme il évoque. Il devrait donc comprendre qu'il faut une solution. Et donc, la solution doit être trouvée. La solution, c'est sous-traiter notre sécurité par d'autres personnes. Laissez-moi je vous relance. Évoluer. Ouais. La solution doit être trouvée par les politiques. Moi, je l'ai dit, la politique, c'est l'art de prendre des décisions. Le président Tshisekedi arrive. Pendant que le cardinal Ambongo, parce que bien avant, il était à la tête de la Cinco, il connaît quand même l'histoire de la guerre de notre pays, son âge, son expérience et l'avantage qu'il a en tant que prélat. Il fait le tour du pays, il connaît quand même les enjeux. Le cardinal Ambongo ne peut pas proposer une autre solution aujourd'hui aux puissances prédatrices qui veulent à tout prix les minerais du Congo, plus que la solution que le président Tshisekedi a mis sur table. On a pensé que aller assez serait la solution magique. On est passé par la SADC. Lorsque je l'ai dit, on en connaît la solution. Lorsque je l'ai dit, ce n'est pas pour tâtonner comme lui, parce que lui, il est dans l'ambivalence. Il dit, nous méritons mieux, mais il ne définit pas ce qu'il pense être mieux. Nous sommes partis d'une situation de guerre et de pillage systémique de ces minerais, des recels de l'Union européenne et de certaines puissances qui ont couvert le Rwanda et ont acheté ces minerais pour les amener au niveau des marchés internationaux, des Chinois, vers une situation que le président Tshisekedi a proposé, une situation de normalisation. D'abord, mettre fin à la guerre, rétablir l'autorité de l'État, la souveraineté, garantir la sécurité et en même temps ramener l'exploitation de nos minerais dans un circuit étatique normal où notre pays peut répondre d'abord son autorité, son autonomie en tant que pays ressource et en même temps aussi gagner ses dividendes sur le marché. Voilà un peu la normalisation qu'il faut présenter ici. Alors, si un homme d'église de son acabit, qui connaît plus ces réalités, se permet de tenir un tel discours pour saper les efforts qui jusqu'à présent, l'accord signé entre la RDC et le Rwanda, c'est un accord qui garantit la paix et la sécurité. Et en même temps aussi... Sur papier pour l'instant. Oui, sur papier, mais tout est parti de là. Mais écoutez, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Avant la fin de toute guerre, il y a eu toujours des négociations sur le papier. On ne va pas demander au président on a vu Kagame tempêter à Kigali. Mais écoutez, si cet accord était aussi léger, pourquoi vous avez vu Kagame perdre son contrôle? Pourquoi vous voyez les belligérants bouger ça et là, tenir des discours? Pourquoi vous voyez aujourd'hui, bien que le cardinal, parce qu'il représente aujourd'hui l'église catholique congolaise, l'épiscopat congolais, je suis moi-même catholique, bien que le cardinal passe en critique par rapport à cet accord, mais est-ce qu'il ne peut pas critiquer le fait que d'autres évêques comme lui sont allés dans des zones occupées par les belligérants et bénir ces belligérants parce que vous avez évoqué... On reviendra sur la photo, on doit condamner, c'est lui, on condamne l'accord, l'acte qui promet, on condamne l'acte qui promet la paix, on condamne celui qui a posé l'acte, le chef de l'État et son gouvernement, mais on bénit les rebelles, le belligérant, et on sappe l'accord. On reviendra sur ça. Merci bien. Merci Jocelyn Mwangi pour votre commentaire. Alain Bolodjoa, ce qui est certain, c'est que la sortie du cardinal ne vous surprend pas. Nullement. Il fallait peut-être s'y attendre, mais bien évidemment. Est-ce qu'il s'y est bien pris? Est-ce qu'il n'a pas tapé à côté comme le dit votre co-débatteur? Est-ce qu'il n'essaye pas de sous-estimer les enjeux présentés ici comme salvateur, l'arrivée des États-Unis et cet accord? Bon, moi personnellement, je ne suis pas surpris. Et je suis d'ailleurs très content. Je ne savais pas qu'il avait fait une telle déclaration. Je l'ai suivi quelques minutes avant l'émission.
je pense qu'il réfléchit comme moi. Parce que justement, il a su intégrer plusieurs variantes, contrairement à nos amis du pouvoir, qui nous imposent une politique d'essai-erreur. À chaque fois, quand ils prennent de mauvaises bonnes décisions, ils pensent avoir bien réfléchi. Vous avez tenté de soulever une question sur notre adhésion à EAC. On nous a dit que c'était une solution, alors qu'en réalité, c'était plutôt un problème. Parce qu'à la suite, nous nous sommes rendus compte que... Et ça, on l'a appris malheureusement à nos dépens. Oui. Lorsque nous critiquions, ils n'avaient pas compris. Il lui fallut que l'Église catholique intervenant pour qu'ils se saisissent. Et dans ce genre de politique d'essai-erreur, très souvent, on a tendance à condamner la République. On a tendance à amoindrir les chances ou sinon les opportunités de solutionner le problème. Mais là, est-ce que ce n'est pas précoce? Ce n'est pas une sortie précoce? Ils ont eu également à recourir à la SADC. Il n'y a pas eu de résultats. Parce que justement, ils n'arrivent pas à intégrer, comme je l'ai dit, toutes les variables explicatives et surtout les variables aléatoires. Notre ami a insisté sur un fait, l'interventionnisme de l'Occident. Il a semblé oublier que les États-Unis font partie des bénéficiaires de la guerre. Peut-être si vous allez plus loin, et leur président s'en est félicité qu'ils ont gagné beaucoup de droits miniers. Ils ont effectivement gagné parce qu'il y a une sorte de légèreté dans le chef de ceux qui ont négocié. Et jusque-là, le dit accord n'est pas encore formel. On ne doit pas nous mentir. Nous savons comment les choses vont se faire au niveau des États-Unis. Il y a un accord définitif qui doit être signé avant la fin du mois. C'est ce qu'a annoncé Donald Trump hier, qui recevait quelques 5 présidents africains à la Maison-Blanche. On doit faire la part des choses entre l'accord de coopération économique et l'accord dit de paix. Ce n'est pas le même accord, bien que la motivation est la même. Nous savons que en 1994, le Rwanda n'avait plus d'armée. Si il y a le FDLR chez nous, si le Rwanda nous attaque, c'est sur la bénédiction des États-Unis. Et l'essentiel des exploitations qui se font au niveau de la partie Est bénéficient plus au réseau américain avec les multinationales américaines que des autres pays. On a des statistiques, nous pouvons les démontrer. Au-delà de tout, lorsque vous allez vers les États-Unis, si vous pensez que effectivement, le souci est d'avoir la paix. Mais la meilleure manière d'avoir la paix chez nous, c'est d'avoir les transferts des technologies, c'est d'avoir les équipements. Ce n'est pas de céder notre droit souverain et de céder aux Américains le droit d'exploiter, parce que dans leur dire, ils veulent nous faire croire que voilà, il y avait déjà exploitation, nous voulons légaliser. Non, vous n'avez pas le droit de légaliser une démarche qui va à l'encontre de nos intérêts. Il suffisait seulement de prendre le temps et de réfléchir. Vous allez vous rendre compte que si on avait renforcé la coopération militaire avec les Américains, si on avait demandé aux Américains de nous vendre les armes, si on avait demandé à ce que nos militaires soient formés par les Américains, on allait doublement gagner parce que l'accord que vous avez signé, vous l'avez signé qu'avec un seul pays. Alors que le besoin de la Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre l'autre phase, peut-être la phase de la coopération avec les États-Unis? Non, mais bien évidemment, ils ont déjà planté les décors dans ces 10 accords. Mais lorsque vous analysez la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs pays qui interviennent. Mais si vous signez un accord avec le Rwanda et que vous cédez l'essentiel de ce que nous avons, ce qui sous-entend que vous n'avez rien compris de la situation sécuritaire parce que la question, elle est transversale. Il y a plusieurs intervenants, il y a plusieurs motivations. Tant que vous ne prendrez pas en compte toutes ces variables-là, ce que vous apportez, ça serait qu'une paix factice. Et si nous allons dans le fond, le dit accord, ces fameux accords qu'on nous présente, a beaucoup d'écueils, beaucoup de faiblesses, beaucoup d'insuffisances. Ce n'est pas un accord de paix en soi. C'est une œuvre humaine. Il peut toujours avoir des imperfections. Cher ami, nous avons eu moins de 48 heures pour déceler les faiblesses. Et ceux qui l'ont négocié ont pris plus de 2 semaines. Œuvre humaine, oui, mais ceux qui l'ont conçu savaient qu'il y avait des faiblesses. Chaque parti a dû faire des concessions pour faire progresser les discussions. Non, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez me donner ce que le Rwanda a fait comme concession, on va commencer à réfléchir là-dessus.
Le Rwanda a concédé quoi? Le Rwanda a concédé quoi? Parce que nous savons que le FDLR sont là par la volonté de la communauté internationale. Nous savons que si le gouvernement Kengo avait accepté de recevoir le Hutu rwandais chez nous, c'était sur recommandation du Conseil de secrétaire d'État américain. Il y avait le secrétaire général des Nations Unies, mais aussi le président français. Nous les avons reçus ici et ils ont la qualité de réfugiés. Ils sont sous la gestion de HR. Et aujourd'hui, on nous dit, non, voilà, si vous voulez avoir la paix ou si vous voulez qu'on retire le mécanisme de défense que nous avons pu installer sur vos frontières, qu'il faille d'abord neutraliser les FDLR. Mais quel est le statut des FDLR? Et puis, deuxièmement, la question avec AFC M23 n'a pas été abordée en profondeur, de manière explicite. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on considère que ça, l'accord entre États, l'AFC fait partie des discussions internes? Exact. Et maintenant, dans ces discussions internes... D'ailleurs, à Doha, on apprend des sources dignes des fois que les discussions avancent plutôt très bien. Très bien, parce que justement, le gouvernement négocie en position de faiblesse. On nous impose des choses qu'un pays souverain normal ne pouvait pas accepter. Pour l'instant, on ne sait pas qui a accepté quoi et concédé quoi. Cher ami, vous avez des sources, nous en avons aussi. Bien, la parole vous reviendra. On a tout dit autour de cet accord. On sait ce qui nous est bénéfique. Mais personne n'a osé nous dire ce que nous avons concédé, ce que nous avons perdu en contrepartie. Écoutez, déjà, c'est une question très simple. Il y aura une réponse directe. Comme nous sommes dans un débat, il faudrait que je puisse contredire les contre-vérités que Bolodjo a dit ici. Vous savez, le fait que nous prenons la parole à travers vos plateaux, vos micros, on doit tenir compte de la ténère de nos propos et être responsable. Que ce soit aujourd'hui ou comme demain. Sinon, on passerait à chaque occasion qu'on a un plateau, on fait un show télé, on dépose des énormités. On passe pour un bon parleur et puis on part, c'est bon. Ce n'est pas pour ça qu'on fait la politique. C'est pourquoi je dis que la politique, c'est un art de décision. Qu'est-ce que vous recadrez? À quel niveau? Alain Bolodjoa devait prendre des décisions fermes. Parce qu'aujourd'hui, je salue, ça fait quand même plus de 5 ans qu'on se rencontre sur des plateaux. Je suis heureux de les retrouver aujourd'hui. C'est un cas, c'est un caïman hein, dans ce monde de la com politique. Et puis, il y a une carrière que je dois honorer autant que je l'attends de lui. Mais j'attendrai qu'il évolue dans le sens qu'il ne peut pas soutenir sur un plateau de faits dont il n'a pas de preuves, dont il ne sait pas soutenir, que ce soit face à un expert ou devant une instance qui devrait lui en demander le compte. Le fait que je dise que le Rwanda s'est livré dans une guerre de pillage systémique et a pillé nos minerais, et que l'Union européenne et certains pays de l'Europe se sont comportés en receleurs, je le dis parce que c'est avéré, avec des accords stratégiques entre l'Union européenne et le Rwanda, avec des accords privilégiés entre la France et le Rwanda. Mais lorsque Alain Bolodjoa, par exemple, soutient que les États-Unis se sont livrés à les États-Unis, est-ce qu'il a dans sa mémoire ou avec lui un seul acte d'État que les États-Unis a posé de partenariat avec le Rwanda qui favoriserait ces pillages et ou carrément encouragerait le recel? Non. Je vous l'ai dit. Il a bien parlé des multinationales américaines. Non, il les soutient. Et on sait tous que cette guerre est en partie financée par... Quand on parle des multinationales... Des grosses boîtes. Ouais. Bolodjoa devrait comprendre. Quand on parle des multinationales, elles ne sont pas que forcément américaines. Il y a de mélange dans les multinationales. Si vous allez sur le champ d'exploitation illicite de minerais, qui sont là? Ce ne sont pas souvent des Américains, ce sont des Chinois. Mais ils sont aussi dans les multinationales américaines. Ça veut dire que dans le multinational, c'est plusieurs intérêts qui sont défendus. Et parfois, il y a certains intervenants qui ne viennent que pour l'extraction, pour le transport. Et il y en a aussi les multinationales, notamment américaines et européennes, qui ne sont pas étatiques, qui sont là aussi en train d'alimenter les rebelles en leur donnant des armes, en leur fournissant des mercenaires. Et c'est ce qui se fait dans le monde, dans les Sahel, partout. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut comprendre l'histoire du monde. Quand on parle de la politique, il faut comprendre l'histoire du monde, dans sa globalité. Pour le cas du Congo, nous parlons d'un accord qui est signé. Je vous ai dit que l'importance de cet accord et la lucidité du président Félix Tshisekedi, c'est celle de pousser les États
à se préoccuper de la situation du Congo au lieu de l'abandonner au sort de multinationales qui ont, depuis plus de 30 ans, appliqué des méthodes criminelles et qui ont pillé. Et si on s'est questionné sur donc, ce que nous avons fait nous-mêmes oui. pour nous protéger que de chercher à écoutez, tout moment à sous-traiter. Aujourd'hui, mais écoutez, il n'y a pas de sous-traitance demandée. Il y a dans le monde, entre les États, tout comme de puissance, il y a deux possibilités. Soit on fait la guerre et on gagne, on a la victoire, soit on négocie et on a des conditions de développement et d'érection d'un État puissant ou des rétablissements d'une puissance de feu pour défendre votre pays à l'avenir. Et aujourd'hui, notre pays, affaibli pendant plus de 30 ans, des millions de jeunes sont morts. On n'a pas pu stabiliser notre système d'éducation, notre gouvernance. Parce que souvent, il faut accuser le gouvernement. Ok, c'est bien, moi je fais l'opposition, Alain Bolodja continue à le faire, mais je pense qu'il y a de la responsabilité collective que nous devons reconnaître. Que ce soit les hommes d'église, tous les Congolais, nous faisons partie de la société congolaise et nous avons fait face à ces défis. Mais comme aujourd'hui, nous avons laissé le Rwanda prospérer dans ces pillages, construire des bâtiments modernes, avoir des usines de raffinerie de minerais, avoir des écoles de haut niveau en high-tech, avoir des start-up plus que le Congo, le Rwanda aujourd'hui a un avantage technologique sur nous et un avantage aussi économique de stabilité. En termes militaires, le Rwanda, selon les experts de l'ONU, n'a envoyé que 6 000 hommes. Le problème, c'est qu'il ne faut pas aussi avouer béatement que le Rwanda, avec les 5 000 hommes, ont fait la conquête. Non, ce ne sont pas les 5 000 hommes rwandais. Le 5 000 rwandais qui est... C'est ce qui est dans le papier, mais ça doit être plus de 5 000. On parle de 6 000 environ. Les troupes rwandaises qui sont ici sont venues en appui à nos compatriotes congolais, à qui on a prêché qu'il faut contredire, forcément faire l'opposition. Et à qui on a dit l'opposition ne suffit pas, il faut maintenant faire la belligérance. Prenez les armes, dites que la rébellion elle est congolaise. Vous traitez des questions internes. Ce n'est pas les Rwandais qui agressent. Ce sont des Congolais, en plus aujourd'hui, un ancien président de notre pays, qui aujourd'hui assume, endosse la couverture du Rwanda qui était présenté comme l'agresseur. Et donc, ça a influencé sur la donne. La responsabilité n'est pas seulement au gouvernement, elle est collective. Et pour nous, aujourd'hui, qui devrait intervenir, on doit savoir dire des choses qui sont exactes, qui sont vérifiables et qui peuvent permettre à nos concitoyens de suivre la bonne direction. Aujourd'hui, les autorités en place ont signé des accords, les chefs de l'État ont tête des listes avec son gouvernement, mais c'est pour des solutions. Mais si nous prenons notre énergie, notre génie, on va trouver là où il y a des couacs. Bolodja soutient par exemple pour dire l'accord a pris plus de semaines et nous en 2 jours on a décelé. Mais c'est de la légèreté. Comment vous pouvez saper un travail d'expert? Même si nous sommes experts en tout, parce que nous parlons sur des plateaux. Comment vous pouvez saper le travail d'expert en 2 jours? Celui qui a été abattu pendant 2 mois ou 2 semaines. Je crois qu'il faudrait un peu d'humilité et qu'à ce jour, c'est poser de questions. On n'a pas besoin. L'accord de paix signé ne peut pas avoir des effets immédiats. Aussitôt cet accord signé, Donald Trump a nommé un général pour conduire les opérations. Vous voyez? Mais dans le cadre de désintégration, on a nommé un général. Et par la suite, celui-là devrait descendre sur terrain, devrait exécuter la mission selon les scripts de l'accord et selon les orientations de son autorité étatique. Et à ce niveau, qu'est-ce que nous attendrons de Congolais? Est-ce que des Congolais devraient trouver entre nous comment on va se jeter les colibés, discréditer les compatriotes qui sont au pouvoir parce que nous ne sommes pas au pouvoir? Est-ce qu'il faudrait saper l'accord et donc chercher à mobiliser le même peuple congolais qui a souffert pendant 30 ans de la guerre, mobiliser ces peuples contre les autorités qui cherchent à trouver des solutions? Moi, je pense qu'aujourd'hui, trouver des solutions, c'est mieux. Doha, comme ce qui s'est fait à Washington, ce sont des solutions. Il faut encourager la voie qui est engagée. Dernière question pour ce tour de table pour vous. Quelle devrait être la ligne rouge à Doha? Écoutez, la ligne rouge à Doha, c'est qu'il ne faudrait pas céder aux belligérants le fait qu'ils demandent, parce que nous avons quelques informations. Bolodja évoque ses sources. Je lui réserve la surprise de nous dire ce que ses sources lui ont dit à Doha. À Doha, le belligérant demande qu'on sorte du cadre constitutionnel. On interrompt le mandat, le quinquennat du président Tshisekedi pour mettre en place une gouvernance d'exception où les belligérants devraient avoir des rôles clés dans la gouvernance du pays, des fonctions, de hautes fonctions d'État, et que ces derniers puissent maintenir le commandement dans la zone Est.
Et en même temps, ils demanderaient qu'il y ait une transition de 8 ans. Qui, selon eux, selon leur plan, ça devrait permettre à ce que l'on puisse remettre un ordre qui leur conforterait et afin ils pourraient déposer les armes. Et je crois que c'est ça la ligne rouge, c'est que le pays, c'est que les autorités, c'est que les délégués aux négociations de Doha ne devraient pas céder à ces caprices et surtout à cet agenda de En même temps, il y a au Congrès américain un congressman qui a initié une résolution pour soutenir évidemment cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda parrainé par les États-Unis. Entre autres résolutions, entre autres engagements dans cette résolution, il propose un dialogue, qu'on revienne dans le cadre du pacte de paix soutenu par les évêques catholiques et protestants, le respect de la Constitution et bien d'autres. Allez, vous avez la parole. Votre co-débatteur estime surréaliste vos prétentions d'avoir décortiqué, déconstruit, démonté un document qui a pris plus de temps, plus de nuits blanches aux autres. Bon, je ne sais pas si je dois aller dans le sens qu'il veut nous donner comme orientation. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons l'avantage d'avoir un texte en français. Il ne suffit pas seulement de prétendre être spécialiste pour identifier ou détecter facilement les faiblesses. Nous avons eu à faire plusieurs débats et même lorsque vous suivez ceux qui prétendent défendre les 10 accords, apparemment ils ne savent même pas comment cet accord va-t-il s'appliquer. Je me pose la question. Lorsqu'on nous dit ici, on aurait nommé un général, quel est le rôle des États-Unis dans la mise en œuvre de l'accord? Évaluer. Évaluer. Les États-Unis ne viendront pas opérer. Les militaires américains ne viendront pas ici pour... Ils ne feront pas les shérifs. Ils ne seront pas opérationnels sur le terrain. Ce qui veut dire que notre ami, peut-être, n'a pas eu le temps de lire l'accord. Parce que s'il avait lu, il allait comprendre que là où on place les États-Unis dans le comité de surveillance, c'est là où il y a la responsabilité des Américains pour voir le niveau d'exécution. Et lorsque j'ai dit ici, avec autorité, que les Américains sont pour quelque chose dans ce qui s'est fait dans la partie Est, je l'ai dit et je l'assume. Cher ami, vous faites allusion à l'histoire politique de notre pays. Ce que j'ai dit par rapport à l'attitude des Américains en 1994, vous n'avez pas cette information? Les Américains nous ont imposé de recevoir les Interahamwe, ceux qui sont devenus les FDLR et la population Hutu qui venaient chez nous en 1994. Ce sont les Américains qui ont récupéré les intérêts des Français au Rwanda. Ce sont les Américains qui ont créé les conditions pour l'avènement de Kagame. Ce sont les Américains qui ont formé Kagame. L'essentiel des entreprises qui soutiennent Kagame sont des entreprises américaines. Pour preuve, M. Félix Tshisekedi a eu, avec vous certainement, à nous dire ici qu'ils allaient porter plainte contre certaines entreprises américaines. N'est-ce pas? Ce sont ces entreprises-là qui soutiennent le président américain. Les GAFA, Apple. Ce sont ces entreprises-là qui soutiennent le président américain. Et ce sont ces entreprises qui ont exigé à ce que nous ayons cet accord. Vous avez signé l'accord avec Éric Prince. C'était dans quel cadre? Sécurisation des intérêts de ces entreprises. Donc, ce que j'ai dit, je l'ai dit parce que je le sais. Je n'ai pas besoin d'être expert pour les dire parce que ce sont des informations qui sont accessibles à tous ceux qui ont encore leur conscience. Lorsque vous regardez dans le dit accord, nous n'avons pratiquement rien gagné. À part l'illusion que nos amis se font par rapport à ce qu'eux appellent la paix. J'ai posé un certain nombre de principes ici. Nous sommes en face d'une question transversale où il y a plusieurs intervenants. Vous signez un accord, entre guillemets, de paix avec le Rwanda, mais vous ne dites pas, sur le plan opérationnel, comment arriverons-nous à recouvrer la paix dans la partie? C'est parce que tout le monde n'est pas signataire. Si vous lisez les dernières dispositions de votre accord, cet accord ne lie que 2 pays seulement, pas les autres États. L'Ouganda n'est pas lié, le Burundi n'est pas lié, la Tanzanie n'est pas liée, le Soudan du Sud n'est pas lié. Mais entrez maintenant en profondeur par rapport au contexte de guerre que nous subissons, que la population subit chaque jour. Il y a tous ces États-là qui sont impliqués de manière directe ou indirecte.
Il n'y a pas que le AFC M23, il n'y a pas que FDLR. Il y a d'autres groupes armés étrangers qui opèrent dans la partie Est. Apparemment, ces questions-là ne vous intéressent pas. Il y a plusieurs intervenants, il y a des actions qui sont menées. Si vous entrez par rapport à la démarche de Doha, pourquoi êtes-vous surpris? Parce que vous allez négocier en position de faiblesse. Qu'est-ce que vous avez à offrir aux autres là, en dehors de postes, en dehors de la libération de leurs personnels qui sont arrêtés, en dehors de tout Rwandais qui serait en prison? Le fait qu'ils assurent le contrôle des 2 grandes villes du pays. Non, mais le gouvernement congolais négocie en position de faiblesse. Cela étant, ce sont les forts qui imposent leur volonté. C'est vrai, ils ont l'intention soit de renverser le pouvoir de M. Félix Tshisekedi, ce pouvoir apparemment qui ne sert à rien, et puis deuxièmement, ils ont l'intention de co-gérer avec M. Félix Tshisekedi. Si vous n'avez pas d'offre, la guerre va continuer. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous offrez? La même question que j'ai posée. L'accord. La ligne rouge maintenant, Alain, parce qu'il faut qu'on avance. Cher ami, moi je pense que si nous avons un gouvernement sérieux, des hommes sérieux au pouvoir, on allait certainement mettre l'accent sur l'armée pour changer les rapports de force. Parce que lorsque vous allez en négociation, il faudrait avoir la capacité de nuisance pour convaincre ou imposer votre volonté. Aujourd'hui, le gouvernement s'est déclaré vaincu. Félix Tshisekedi l'a dit, les autres le disent. Nous comprenons qu'aujourd'hui, le M23 ont gagné sur le plan militaire, étant donné que nous ne sommes pas en mesure de faire entendre notre voix et d'imposer notre volonté. Ça aussi, c'est un acte que nous devons réprimer. Et au finish, nous constatons que le M23, profitant de la faiblesse du gouvernement, de l'incapacité de neutraliser le groupe armé, ils veulent faire passer leur message. Mais au-delà de la mise en place de la guerre, il faut également penser à des victimes éventuelles. Mais il y en a déjà. Oui. Il y a déjà des victimes. Il faut penser maintenant à limiter les dégâts. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Parce que nous sommes un État souverain. Nous devons arriver à préserver pas seulement l'intégrité territoriale, mais aussi notre dignité. Apparemment, ce n'est pas ce qui vous préoccupe. Mais je me pose la question. Si aujourd'hui les M23 ou AFC M23 refusaient d'aller dans le sens du gouvernement, comptons-nous sur l'intervention directe des Américains ou sur notre propre armée? Parce qu'apparemment, notre armée n'aura pas des équipements parce que vous n'avez pas négocié avec les Américains pour avoir les transferts technologiques. Et à la fin, on va se rendre compte que M. Félix Tshisekedi, sur qui repose l'espoir de notre frère, n'a pas la capacité de bien négocier. Aujourd'hui, nous constatons, c'est le 3e texte qui nous amène ici, qui n'apportera aucune solution. Et donc, nous pensons que nous devons transcender nos égos, aller au-delà. La limite à n'est pas franchie, la ligne à n'est pas... Quand vous dites transcender nos égos, aller au-delà, c'est-à-dire? Non, c'est-à-dire, on n'est pas obligé d'avoir des gens qui sont incapables d'assumer à bien leurs fonctions. Et je pense que la ligne rouge à ne pas franchir, c'est de brader notre dignité en tant qu'État souverain. Brader notre dignité. On commente maintenant la photo qui fait polémique sur la toile, la photo, la triple bénédiction reçue par Corneille Nangaa de la part des évêques catholiques, dont l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, président de la Cinco, ça fait polémique. Et Alain a dit, si ça ne marchait pas, si Doha accouchait d'une souris, quel serait le plan B? Vous pouvez enchaîner avec les deux. Bon, déjà, je comprends que lorsque vous êtes en face dans les Bolodja et que vous parlez de la RDC, considérez Bolodja comme un Tanzanien ou peut-être comme un Brazzavillois. Vous n'allez pas le dénier. Pourquoi pas un Rwandais? Je dis considérer. Considérer. Écoutez, c'est pour... Non, je préfère que vous... voilà. Alors, plutôt Rwandais. Pourquoi je souhaiterais de telles considérations? Il n'y a aucune once de patriotisme dans ce que dit Bolodjoa sur le Congo. Pour vous être patriote, c'est insensé ou dire les choses froidement. Je ne suis pas... littéralement. Dans ma prise de parole en politique, je ne suis pas un acolyte de Djalelo, de l'ascensement des autorités et consorts. Je pose les actes et je déclare le fait qu'ils sont cohérents. Ce que je dis ici, je pourrais l'assumer
demain. Et j'ai dit que, par moment, il faut que chaque Congolais se pose la question. Est-ce que l'agression rwandaise, est-ce que l'exploitation illicite de nos minerais doit seulement préoccuper les seuls Félix Tshisekedi, le membre du gouvernement et les FARDC qui meurent au front? C'est la cause à Nostra, Alain Bolodjoa. Il s'agit du Congo. Le président Tshisekedi n'est là que pour son règne, pour un mandat. On a eu d'autres chefs d'État. Ils partiront. Mais le Congo, c'est notre patrimoine. C'est notre héritage. Nous sommes unis par le sort. Vous ne pouvez pas vous soustraire de la préoccupation de la cause nationale, de la guerre, de la belligérance, du pillage de nos minerais. Et donc, pour vous dire, vous devrez revoir. Je vous ai dit ça. Il a le droit de lancer l'alerte s'il estime que nous prenons une mauvaise trajectoire. Jean-Pierre Kayembe, le souhait que je garde pour Alain Bolodjoa aujourd'hui, c'est qu'il revoie un peu ses cartes politiques et sa stratégie. Il est déjà bien vendu, mais la critique exacerbée ne va plus le vendre et pourrait peut-être le présenter autrement. Il passe pour un nihiliste, autant que le cardinal Ambongo. C'est comme si rien n'est fait. C'est comme si les autres ne sont rien. Le président Tshisekedi est incapable de négocier. Le gouvernement est inutile. Alors, qui sont ces Congolais qui pourront faire mieux? C'est une mauvaise culture. Chez nous, on désacralise nos chefs. On parle quand même du Chez passé. nous, écoutez, on parle mais du passé. Les on passés, a vu tous les espoirs qu'on nous a non, mais donnés écoutez, ici. il n'y a pas que la guerre au Congo. Mais écoutez, avec, avant que la guerre ne puisse être déclenchée en Ukraine, mais il y a eu plusieurs tentatives avec la Russie. Ça date de longtemps, depuis l'époque de Sarkozy. Évidemment, avec l'annexion de la Crimée. Mais tout ça, écoutez, mais alors, il y a toujours un moment où une situation dégénère. Et donc, lorsqu'on est face à la crise, il faut alors se comporter en responsable et en stratège. Aujourd'hui, je crois qu'à l'époque du président Kabila, nous avons connu la guerre. Si le président Kabila était mieux que le président Tshisekedi, il n'allait pas lui laisser la guerre. Il n'allait pas laisser le Rwanda en position de force. Le président Tshisekedi vient après 2 décennies de guerre. Il n'a pas quand même laissé le M23. Mais écoutez, il a laissé le M23. Ce sont de mensonges, de contes-vérités qu'on dit qu'on aurait défait le M23. Alors d'où est-ce qu'ils seraient venus? Ils sont sortis d'un arbre. Ils étaient défaits. C'est faux, c'est faux et archi faux. Je vous dis que c'est faux et archi. Moi, je suis allé... Nous avons vécu non, cette Jean-Pierre période, Kayembe, je suis allé dans des missions d'audit dans les Kivu, dans le Maniema, et quelque part aussi dans le Chopo, où on ne pouvait pas accéder à certaines zones parce que ces zones n'étaient pas sous contrôle des forces loyalistes. Parce que ces zones étaient réputées des zones sous contrôle de rebelles. C'était sous Kabila que j'allais dans ces missions d'audit. En tout cas, pas avec le M23. Mais arrêtez, écoutez, on ne peut pas être là pour jeter toute la noirceur sur toute l'action du gouvernement et espérer qu'il y aurait des Congolais qui sortiraient de la cuisse de Jupiter, qui viendraient comme des saints anges et qui vont résoudre tous nos problèmes. Si à Doha, Tshisekedi ne sait pas négocier, alors qui pourrait aller négocier? Si à Doha, les délégués du gouvernement ne savent pas négocier, pourquoi le M23, pourquoi l'AFC aujourd'hui se plaint ça et là? Pourquoi? Ce que vous faites ce qu'ont fait le prélat. Donc disons, je considère parce que je suis catholique, tous mes évêques ne feront pas ça. Mais les évêques qui sont allés à Goma font la même chose que Bolodjoa sur nos plateaux. Ils ont béni les rebelles. Béni soit celui qui tue les Congolais et qui pille nos minéraux et qui travaille pour le Rwanda, autant que Bolodjoa se fait sur le plateau, c'est lui qui bénit tous les rebelles, tous les insulteurs et tous les négationnistes. Je crois ne faites pas dire à Bolodjoa ce qu'il n'a pas dit. Non, mais ce qu'il fait, l'action qu'il fait, c'est une bénédiction. Il accorde. Il est libre d'exprimer. Chaque fois, sa tribune est en faveur. Son point de vue. La tribune de Bolodjoa. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'a pas d'once de patriotisme. Dans la tribune de Bolodjoa, c'est l'apologie du nihilisme. Le gouvernement n'est rien. Les autorités ne sont rien. Tshisekedi n'est rien. Et donc, ce qui est fait à Washington, ce n'est pas un accord de paix. Ce qui est fait à Doha, c'est un bradage. La ligne rouge, vous avez posé la question à Alain Bolodjoa. Quelle est la ligne rouge? Qu'on ne puisse pas brader notre dignité. Mais quelle est la dignité? Qu'est-ce qui peut être plus digne que ce que nos frères et sœurs ont fait au front de combat? Ceux qui sont morts à Goma, ceux qui sont morts peut-être lorsque les villes sont tombées, il y en a qui sont pris, qui ont été retenus comme prisonniers, en dehors de ceux qui ont été tués. Et donc, je vous l'ai dit. Est-ce qu'on peut bien négocier? Kinshasa n'est pas en position de faiblesse. C'est qu'il faut éviter de croire. Nous avons quand même des pans entiers. Il ne faut pas prêcher ça. C'est faux. Sous l'administration centrale. C'est faux. Écoutez, il y a des pans entiers de l'Ukraine qui sont sous contrôle de la Russie aujourd'hui.
Nulle part, vous entendrez un Européen, un seul Européen, dire que l'Ukraine est en position de faiblesse. Et donc, je crois que tout cela part de la confession patriotique. Quand c'est le cas, on Je le vous dit, dis, quand il n'y a plus de c'était une munitions bataille. là-bas, tout le monde en parle. Jean-Pierre Kayembe, Oui. c'était une bataille. Il y a eu des replis stratégiques. Il y a eu des villes qui sont tombées. D'accord. Merci bien. Mais vous avez On vu va des en avant. cargaisons, des embarquements des unités vers Ouvira pour aller à la guerre. La guerre en Europe. Prenons pour le cas de la Première Guerre mondiale. N'est-ce pas qu'il y a eu des moments où l'Italie a remporté? Mais après, On peut perdre évidemment une les bataille. Alliés se sont organisés. Justement. Et Merci ensuite, bien, ils justement, ont mis Gilles. fin à l'aventure de Mussolini. Et je crois que Bolodjoa, dans l'ensemble, c'est mélanger l'histoire. Mais l'histoire, la mélanger pour la comprendre et l'utiliser à bon escient et trouver de solutions. Faudrait lui et laisser savoir quand même la bien liberté comprendre ce qui est, d'exprimer son point ce de qui est vue. fait aujourd'hui. Bien, vous reviendrez sur la photo des évêques, on ne va pas trop nous attarder dessus, mais il y a peut-être plus important ici, pendant que nous parlons guerre, pendant que nous cherchons à trouver des solutions à la gangrène, il y a des généraux qui ont été interpellés, enfin, depuis 48 heures. On en parle sans trop de précision parce que c'est à la fois dense et sensible. On n'a pas assez d'infos sur l'ancien chef d'état-major général, le général d'armée Christian Chiwewe, le pasteur, qui a été interpellé. 2 de ses proches également, son DIRCAB et son assistant. Il aurait été confronté à un autre général-major, Jean-Claude Yave, qui était chef de la maison militaire. Autour de quoi? Personne ne sait. Faut-il y voir, comme je dit à l'intro, des signes d'un coup d'État avorté, parce que c'est ce que certains médias ont affirmé sans trop de précision, ou plutôt une réorganisation silencieuse de l'appareil sécuritaire, n'est pas laissé en liberté un général d'armée qui a été chef d'état-major jusqu'à se retrouver conseiller militaire. Bon, je pense plutôt que ce sont des signes prémonitoires. Et moi, sur la photo Ce sont de des Goma, signes- si vous ne c'est- souhaitez pas c'est- commenter, non, je vais c'est en pas grave, parler. on peut Je vais en évoluer. parler. Ce sont des faits liés, en fait. Ce sont des signes prémonitoires de la fin d'un pouvoir mal acquis. Notre ami... Il faut aller sur le fait qu'on n'a pas assez d'éléments. Et d'ailleurs, au moment voilà même où nous pourquoi il parlons, dit, ce sont des nous signes apprenons que prémonitoires. notre haut responsable, Il y a plus... mandataire public, je donne l'info, le DG de l'ARSP, Miguel Cachal, aurait été interpellé lui aussi au niveau du Conseil national de sécurité. Vous avez la parole. Je crois que ce sont des faits liés. On va essayer de les démontrer. Mais je voudrais quand même certainement rappeler à notre ami que je suis congolais. Je n'ai pas besoin d'être un acolyte de la médiocrité pour être patriote. Je me bats avec le moyen en ma possession pour défendre mon pays. Et très souvent, quand vous êtes dans l'euphorie du pouvoir, vous êtes dans la folie de la gloire, vous semblez négliger ce que nous disons, mais l'histoire nous donne généralement raison. Supposons que j'étais d'accord avec vous quand vous signez notre adhésion dans l'EAC. Si seulement j'étais comme vous, je n'allais pas dire que j'ai été poignardé dans le dos. Si j'étais comme vous, ou si j'adhérais à votre vision, j'allais renforcer, j'allais soutenir votre alliance contre nature avec Kagame. Si j'étais comme vous, j'allais probablement vous soutenir quand vous avez invité M23 ici pour faire 14 mois avec le moyen de l'État. Si j'étais comme vous, j'allais probablement autoriser ou soutenir l'idée de voir Museveni envoyer ses troupes ici et exploiter de manière sauvage nos ressources. Si j'étais comme vous, probablement j'allais aussi aller négocier avec Nanga, qui est ici qualifié de criminel. Il a été jugé et condamné. Les M23 sont qualifiés ici de groupes terroristes, mais qui sont en train de négocier avec vous. Alors, qui est patriote entre nous deux? Vous qui soutenez les criminels? Parce qu'il y a eu des gens qui ont été fauchés, des vies qui ont été fauchées. Il y a des Congolais qui ont perdu leur vie. Mais vous négociez avec eux. Entre moi et vous, qui est vrai Congolais? Pendant que nous, les jeunes, se battaient dans la partie Est, il y a eu des détournements de fonds publics. Vous avez détourné le fonds public destiné à l'armée. Vous avez dilapidé le fonds public qui était destiné à soutenir le service de sécurité.
Si nous avons perdu la guerre, c'est à cause de vous. Parce qu'il y a un leadership faible. Je voudrais quand même vous rappeler, parce qu'il y a une page de l'histoire qui vous échappe. 2013-2014, il y avait un accord cadre d'Addis Abeba. Je ne sais pas si... On a eu à débattre avec vous, je pense, à l'époque. À l'époque, vous pensiez que cet accord était un mauvais accord. Comparez les deux, entre ce que vous avez signé et ce que Kabila nous a amené. Nous avons connu la paix ici de 2013, 2014 à 2022, 2021. Le M23 a été effectivement défait. Ils ont été reconstitués à cause de maladresse de votre chef. C'est lui qui a fait ressurgir le M23. C'est connu de tout le monde. Mais que faites-vous de notre armée? L'essentiel de nos hauts officiers militaires sont en prison, injustement arrêtés. Plus de 50 hauts officiers militaires. Plus de 50. Et ce qui est surprenant, si vous regardez leur identité... On ne peut pas dire qu'ils sont injustement arrêtés parce qu'on n'a pas eu accès non, mais attendez, à leur dossier. Il y a plus, pour certains. Il y a plus de 50 hauts officiers militaires qui ont été arrêtés. J'ai dit plus de 50. Je peux aller même à 100. Ils sont nombreux ici. Et ça dépend s'ils ont commis non, des mais faits attention, non, mais attention. Je veux vous démontrer qu'il y a un lien entre les arrestations et l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie Est. Tous ceux qui sont intervenus pour bouter dehors le M23, tous sont en prison. Allez vérifier. Tous ceux qui sont intervenus en 2012-2013, tous sans exception, sont en prison. Pourquoi? Parce que justement, à l'époque où M. Félix était en amour avec Kagame, il a fait arrêter nos officiers. Injustement arrêtés. Et l'essentiel d'entre eux n'ont jamais été jugés. Aujourd'hui, il y a l'ancien chef d'état-major général qui est arrêté et vous pensez que c'est un fait bénin. Vous allez probablement chercher à vous justifier. Mais dans des états sérieux, dans une situation de guerre, on ne touche pas aux hauts officiers militaires. Ah, ça dépend. Non, mais attention, s'il vous plaît. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est ce qui sera le débat de demain. Si vous regardez la cartographie, l'essentiel de ces hauts officiers militaires ont été arrêtés injustement. Injustement. On cherche, s'il vous plaît, je ne dis pas que Tué a été arrêté injustement parce que je n'ai pas assez d'éléments. Oui. Mais l'essentiel d'entre eux ont été arrêtés injustement parce que justement le travail n'a pas été bien fait en amont. Avant de Tué, on ne va pas dire qu'il est aux arrêts en ce moment. Il a été interpellé. Non, il est arrêté. Ne vous en faites pas. Il est arrêté. Il a été envoyé en prison. Ce qui est vrai, tel que nous sommes là, nous constatons que Félix Tshisekedi est en train de saper les efforts qui ont été consentis dans ces pays. Il a l'intention et il est en train de nous trahir. Parce que si vous mettez en commun tous ces éléments d'information, vous allez vous rendre compte que Félix Tshisekedi ne travaille pas pour nous, il travaille pour l'ennemi. Comment voulez-vous? Le gouverneur militaire de l'Ituri a fait des déclarations graves, je dirais même gravissimes. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de correctif. Aujourd'hui, il y a un problème d'effectifs en Ituri. Aujourd'hui, il y a un problème de rations. Jusqu'aujourd'hui, il y a un problème de rations. Aujourd'hui, il y a un problème de commandement. Il n'est plus revenu à la charge. On suppose qu'on a trouvé solution. Cher ami, il a été intimidé et nous savons comment M. Félix Tshisekedi est en train de fonctionner. Vous avez posé la question. Il a fait un retour triomphal à Bunia. Alors, mais voilà, parce que bien comment en étant au Bankaki, on pouvait aussi aimer. Non, mais justement parce que la population a trouvé que c'était courageux de sa part de dénoncer la malversation que M. Félix Tshisekedi veut nous imposer. La parole, faut qu'elle tourne. Vous avez posé une question pertinente. Notre ami a tendance à ne pas répondre. Il fait une fixation sur moi au lieu de répondre à la question. Si aujourd'hui, à Doha, il n'y avait pas un accord satisfaisant pour vous, quel est le plan B? C'est ce que nous attendons de vous. Vous êtes du pouvoir. Vous devez nous rassurer que vous avez la maîtrise de ce qui s'est fait. Parce que le M23, en mon sens, n'auront pas de raison. Juste là, moi, je vous avais la parole. Et en quelques secondes, par rapport à la photo, je voudrais revenir là-dessus. Par rapport à la photo, moi, je ne suis pas de l'Église catholique. Je suis chrétien. Lui, il est de l'Église catholique. C'est un fait public qui n'appelle pas forcément que vous soyez catholique ou pas. Il a dit qu'il était de l'Église catholique. Moi, je ne suis pas de l'Église catholique. Mais je pense que ceux qui négocient avec Nanga le bénissent 3 fois plus que celui qui lui impose la main pour la prière.
Parce que Nanga, en tant que rebelle, en tant que délinquant, il a besoin de la prière. Ce que Nanga ne pouvait pas bénéficier, c'est la considération du gouvernement. Un pasteur peut être en contact avec un criminel, ça se comprend. Il veut sauver l'âme. Mais vous, qui avez considéré Nanga comme délinquant, vous lui avez donné une tribune pour vous faire entendre sa volonté et fort malheureusement, vous allez fléchir. Si Nanga arrivait à vous convaincre et à venir ici, je crois que ces jours-là, vous allez comprendre comment on va communiquer. Cette fois-là, on va démontrer à la face du monde que vous avez toujours été en connivence avec Nanga. C'est vous qui l'avez envoyé en mission. L'essentiel de ce qui s'est fait là-bas, c'est sous votre bénédiction, parce que vous avez besoin de justifier ce que vous avez fait Merci avec bien. les Américains. Allez, dans tous les cas, Jocelyn Mangi, on vient à vous. Votre commentaire, c'est vrai, jusque-là, il n'y a pas eu de communication officielle. On est en droit de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous savez, vous qui êtes maintenant proche du pouvoir ou qui êtes dans le pouvoir, qu'est-ce que vous savez pour rassurer davantage l'opinion qui nous regarde? Est-ce qu'il y a eu une tentative de renversement des institutions ou c'est autre chose? Déjà, en tant qu'un homme politique responsable, je voudrais vous rassurer que je ne peux pas donner une position, une information officielle en ce qui concerne l'interpellation de l'ancien chef d'état-major, le général Christian Chiwewe, tout comme autant pour les autres qui sont cités. Je ne peux pas m'hasarder à le faire, comme Alain Bolodio l'a fait. Vous avez vu, quand il les soutenait, j'étais en train de sourire. Pour dire que mon souhait va demeurer jusqu'à la fin. Nous sommes dans un pays où la démocratie nous a permis d'aller au-delà même de la liberté d'expression. On dépose des énormités. On statue sur des cas qui demandent enquête, conclusion d'experts. C'est ce que Bolodio a fait tout le jour. À vrai dire, aujourd'hui, on a entendu la Rimer être... carrément, l'information est passée. Les interpellations ne peuvent qu'arriver dans tout le pays du monde où il y a des services de renseignement, là où il y a la justice militaire, tout comme la justice civile. Ça peut arriver que l'ancien chef d'état-major soit dans une enquête, une procédure. Cela n'est pas l'hécatombe. Mais ce qui est plus anodin, c'est que Bolodio soutient que dans nos prisons se trouvent des officiers, plus de 50, comme il est dit. Haut-officier. Haut-officier. Quand il dit haut-officier, je considère qu'il prend à partir des grades des colonels. Exact. Alors, ces statistiques, ces chiffres est d'abord faux. Faux. Parce que Bolodio l'a dit. Il le dira encore ailleurs que personne ne le croit. J'ai fait la prison. Dolo. J'ai fait la prison de Makala. Ah, ok. Écoutez, j'ai fait la prison de Makala et j'ai des amis qui ont fait Ndolo et qui sont venus, qui m'ont trouvé à Makala. J'ai fait avoir bien compté le nombre d'officiers. Et la plupart d'officiers qui sont là-bas, à part ceux qui sont là pour des faits disciplinaires, qui n'ont pas de rapport avec la rébellion, mais ceux qui sont arrêtés pour des causes relatives à la rébellion, sont là. Même avec leurs complices ougandais ou d'autres nationalités. Ils sont en Ndolo. Qui sont, non, même à Makala. Il y en a. Il y a un pavillon, le pavillon 8, le souterrain, là, on l'appelle l'Ukraine. Ils sont là. Vous voyez? Ils sont détenus. Même quand il y a eu évasion à Makala, c'était des faits liés à ces gens-là. En Ndolo, il y en a autant. Mais s'il doit considérer le nombre d'officiers, mais si nous partons en Ndolo, on pourrait en trouver même 1000 officiers, des colonels en prison au Congo. Allez en Ndolo, allez dans toutes les provinces, nous avons des prisons ou des cachots militaires. Alors je crois que soutenir de telles énormités, c'est dangereux. Surtout le fait qu'il s'est hasardé à confirmer que Chiwewe se trouve en prison. Même pas dans un lieu de détention. Pour l'instant, on n'a pas encore cette info. Il a dit qu'il est en prison. Il l'affirme et puis il est très à l'aise. Moi, ça me choque pour Alain Bolodio. C'est là ses sources à lui. Je souhaite de le voir prendre l'autre envol politique après qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. En dehors de ça, disons que Bolodio soutient le fait que les catholiques ont béni le rebelle Nanga, d'autres rebelles, et qu'il condamne le gouvernement qui applique l'art des décisions. Comme je l'ai dit, que c'est la politique, c'est l'art des décisions. Ils ont le choix entre engager la guerre, endosser des dommages collatéraux, ou soit négocier avec ceux qui font la guerre, qui ont dit qu'ils sont prêts à négocier. Parce que Nanga et le M23 ont demandé des négociations. S'ils n'avaient pas demandé des négociations, le gouvernement n'aurait pas non plus négocié avec eux. Moi, j'ai des archives à l'appui.
depuis qu'il venait. Et Nanga l'avait dit quand il est arrivé à Goma, il dit, nous avons demandé de négocier depuis qu'on était à Bunagana. Alors, nous sommes arrivés ici parce que le gouvernement ne voulait pas nous écouter. Mais maintenant que le gouvernement a voulu écouter les rebelles, vous voulez les comparer aux catholiques ou carrément aux évêques qui sont allés bénir les rebelles. C'est très dangereux pour des citoyens dans un pays. Vous avez revendiqué, réaffirmé votre congolité. Moi, je vous la reconnais, mais je voudrais vous trouver plus congolais dans le fait et gestes. En réalité, aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire d'études stratégiques sur ce qui s'est fait à l'Est. Est-ce qu'on a nommé un général? Est-ce qu'il y aura des mécanismes de suivi? Non. On a plus besoin aujourd'hui de nous rassurer à notre niveau. Parce que c'est ce que font le Burkinabé. Ils sont en guerre aujourd'hui avec leur nouvelle direction du pays, mais qui ont décidé d'enseigner l'immersion patriotique. Et là-bas, lorsque vous faites des critiques comme Alain Bolodjoa le fait, on vous envoie au front. On vous envoie au front. Comme ça, vous allez aussi aller fournir des efforts parce que vous dites, on ne veut pas laisser notre pays dans les mains de Tshisekedi qui négocie mal. On ne veut pas, donner carte blanche à Nanga. On ne veut pas, vous voulez tout et vous voulez qu'un pays puisse aspirer à votre volonté. Non, le pays aujourd'hui est gouverné par le Burkina Faso, contrairement à nous, il y a une hygiène de pouvoir. Donné non, mais voilà. Oui. Voilà pourquoi. Est-ce que vous savez, vous reconnaissez au moins que le président Tshisekedi est le plus grand patriote, le plus grand démocrate. Je me demande sous Kabila, la photo d'un évêque qui habite à Lubumbashi, au Katanga, comme l'évêque Fulgence Mouteba. Oui. Dans une zone rebelle, bénissant les rebelles et retournant dans la zone, en tout cas. Le journaliste Mike Mukeba a rencontré Laurent Kunda. On n'a jamais vu ça. Dans le cadre des enquêtes journalistiques, ça s'est fait. Les journalistes se couvrent même le front des guerres. Les journalistes sont même au front des guerres. C'est leur métier. Mais écoutez, je ne suis pas en train ici de me perdre. Vous ne posez pas des questions à ma place. Je ne me perds pas dans le passé. Moi aujourd'hui, Ghislain Mwangi, Alain Bolodjoa au Congo, au présent. Le Congo est en guerre. Ghislain Mwangi encourage les autorités congolaises à défendre le pays, à négocier, à engager des voies de solutions. Il encourage les militaires à ne pas céder au front, le jeune à s'enrôler à l'armée. Et Bolodjoa, qu'est-ce qu'il fait? Les négationnismes. Vous êtes en train de faire l'apologie de l'obscurantisme. Pour vous, tout ce qui est dans notre pays est obscur. Mais quand est-ce que vous apporterez votre lumière? Dernière thématique, on a 5 minutes, 2 minutes et demie pour chacun. La dénonciation, on va parler de la dénonciation, la plainte qui a été déposée par quelques ONG katangaises contre l'entourage, le précaré du président. Là aussi, il y a eu beaucoup de polémiques. On va voir si c'est un arbre qui cache une forêt ou les débuts d'une affaire d'État. On commence par vous, on va conclure avec Alain. Vous avez 2 minutes et demie, juste les moins. Je suis président du courant politique Avance. Merci beaucoup, Jean-Pierre Kayembe. Je voudrais vous dire simplement, et cette fameuse plainte n'est faite que pour la consommation médiatique et pour saper la grande réputation du président Tshisekedi qui vient aujourd'hui de démontrer qu'il a conduit le pays vers une voie de solution et une sortie de crise responsable. Les raisons qui aujourd'hui, que ce soit ces fameux avocats, quand on vérifie ces fameux avocats à des ramifications avec le Rwanda, c'est lui qui a signé la plainte là. Moi, je suis étranger. Eh bien, écoutez, mais vous travaillez pour le Rwanda, vous travaillez pour le rebelle, vous êtes contre le pouvoir, vous êtes contre le FARDC, vous êtes un obscurantiste. C'est tout à fait normal que vous justifiez, même après moi, cet avocat, que vous puissiez soutenir. C'est votre rôle. Mais moi, je vous ai souhaité en tant que frère, en tant que compagnon de lutte, que vous puissiez améliorer votre casquette politique. Et je crois que tous ceux qu'on accuse sont d'origine belge. Tout ce qui est souligné, soulevé dans cette plainte n'est que consommation médiatique. Et c'est pour saper l'honneur et chercher à déconcentrer les présidents Tshisekedi. Depuis quand? Mais écoutez, si cela était vrai, pourquoi on attend seulement quand le président Tshisekedi obtient l'accord de paix et que le président Tshisekedi est en position de force et que le gouvernement est en train de reprendre la confiance sur la situation et que la population adhère massivement à la politique du président Tshisekedi, qu'on crée cette fameuse campagne de plainte pour chercher à démotiver, pour chercher à dépopulariser. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, tout Congolais qui donnerait le crédit à cette démarche travaille pour nos ennemis. Et en l'occurrence pour le Rwanda. Vous savez, le Rwanda, dans cette guerre, le Rwanda a gagné certains terrains par la psychose, à travers la guerre médiatique. Ils se sont mis à publier des choses sur X, sur Facebook, dans le média. Ils ont intoxiqué, ils ont terrifié même les militaires et ils ont gagné du terrain. Et il faut retenir une chose, Alain Bolodjoa. La guerre, que ce soit dans le temps jusqu'à aujourd'hui, fonctionne à travers 3 campagnes. Il y a la campagne diplomatique,
il y a la campagne militaire et il y a la campagne médiatique. Ce que vous faites tout le temps dans le plateau, vous livrez des points d'avantage dans la campagne médiatique de l'agresseur, le Rwanda. Mais à l'époque encore... Vous parvenez par exemple à dire qu'il y a les multinationales et en même temps vous dites que c'est Tshisekedi qui a résisté le M23. Mais que font les multinationales dans votre narratif, dans votre conception, si ce n'est pas armé, déjà en 2019, l'Église catholique dénonçait l'entourage du président qui faisait des mains basses sur les ressources naturelles. Jean-Marc Abond en a parlé également, des proches qui détiendraient des carrés miniers là-bas. Donc en effet, en termes de motivation, rien ne nous est étrange en fait. Bon, en fait, nous sommes dans un pays où on voudrait chercher des faits bénins et dramatiser des faits normaux, hein, donc les sataniser, ok, pour après chercher à s'attaquer à un système au pouvoir. Rien n'interdit à un Congolais d'opérer dans un secteur. Et surtout qu'il ne soit pas lui-même en fonction d'État. Si ça peut être un membre de famille éloigné et consort. En dehors de ça, aujourd'hui, la plupart des opérateurs dans le secteur minier ne sont pas des établissements personnes individuelles. Moi, je suis un entrepreneur. La plupart, ce sont des sociétés avec des actionnaires. Ça peut arriver que parmi les actionnaires, qu'il y ait quelqu'un. Mais est-ce que ça n'a pas été fait sous Kabila? Est-ce que sous Kabila, ce n'était même pas grave? Le problème n'est pas des comparer. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, est que je ne vais pas ici m'atteler sur vous les noms de gens. Vous avez évoqué une liste. En revue, vous dites non, il faut parler du présent. Mais écoutez, vous avez évoqué une liste de personnalités que vous-même pouvez défendre et soutenir par rapport à leur responsabilité dans cette exploitation de minerais. Mais dès lors, les exploitations qui sont faites aujourd'hui, au Lualaba, dans le Katanga, au Kasaï par exemple, et même à l'Équateur, le bois, dès lors que c'est fait dans le circuit officiel et dans le respect de normes étatiques, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais le fait d'en faire une consommation médiatique, une campagne de diabolisation pour chercher à détourner la population de la confiance qu'il a vis-à-vis de ses autorités, comme le font aujourd'hui le groupe Alain et l'avocat qui a déposé la plainte. Pourquoi ne pas avoir porté plainte ici? Pourquoi la Belgique? Pourquoi cet avocat? Sa proximité avec le pouvoir de Kigali? Tout ça, c'est des éléments qui tendent quand même à soutenir la thèse de ceux qui pensent que tout est fait pour démotiver, tout est fait pour discréditer Félix Tshisekedi, son pouvoir. Si seulement, le livrer à la vindicte populaire. Si seulement il était innocent, on n'allait pas voir cette agitation. Parce qu'on porte plainte contre M. Félix, on dépose une plainte contre M. Félix Tshisekedi, c'est toute la République. Ce n'est pas contre lui, mais quelques personnes de son sillage. Attendez. On porte plainte contre M. Félix Tshisekedi et sa cohorte. Et toute la République des inconscients qui s'agite. Je me pose la question, s'il est innocent, pourquoi êtes-vous agité? Il doit apporter des éléments de preuve parce que ceux qui lui ont porté plainte ont des éléments, ont des informations qui pourront éventuellement mettre en exergue. C'est que moi je constate dans le chef de notre armée, d'un côté il parle du patriotisme et de l'autre côté il parle du militantisme. Je ne sais pas faire les distinguos entre les deux. Est-ce que pour aimer le pays, il faudrait nécessairement soutenir Félix Tshisekedi? Il dit non. Soutenir le pays et non faire la campagne. Non, mais moi je soutiens le pays. Je soutenais le pays même pendant que vous chantiez Yonani Oboya Kagame. Moi je soutenais le pays à cette époque. Lorsque vous détourniez l'argent destiné à l'armée, je soutenais le pays. Lorsque vous demandez aux jeunes d'intégrer l'armée sans une formation de qualité, sans équipement, sans ration, je soutenais effectivement la République. Ah bon? Moi je le soutenais. Je soutenais la République. Moi, je soutenais Mamadou Ndala, vous ne l'avez pas fait. À travers les nihilismes. Non, mais moi, bien évidemment, moi, je l'ai soutenu. Mais vous ne l'avez pas fait. Lorsque je soutenais Mbouza Mabé, vous ne l'avez pas fait, moi, je l'avais fait. Je continue à soutenir les jeunes qui se battent. Mais vous soutenez les détourneurs de fonds publics. Vous les soutenez. Et vous n'avez même pas honte d'avoir une armée où il n'y a pas de tenue, il n'y a pas de ration. On donne la ration de 15 jours pour un mois, et vous pensez, cette République-là que moi je dois soutenir. N'est pas généralisé, là nous parlons de ce qui s'est passé dans une partie de l'Ituri. Non, les lieutenants généraux étaient suffisamment clairs. Il vous a dit, c'est ça la raison pour laquelle nous avons perdu Goma. Il a été suffisamment... Non, s'il vous plaît, vous lui avez accordé assez de temps. Et à l'époque, il était chef d'état-major, voilà pourquoi.
La technique, S'il le faut, la technique nous fait il signe devrait que être nous interpellé devons et rendre répondre l'antenne. de cette responsabilité. Vous avez Ah, toutes il a été interpellé le fait d'avoir mal géré. Il Mais il a faudrait- été promu parce que vous l'avez nommé Non, mais à la présidence. Les enquêtes... En réalité, il devait être en prison. Mais vous l'avez soutenu quand même. Et donc, s'il vous plaît, Oui. pendant ces temps-là, lorsque nous vous disions il y avait un problème opérationnel, vous nous avez dit monter en puissance de l'armée. Vous jouez le jeu du Rwanda, effectivement. Vous l'avez Parce que peut-être dans dit un pays l'imaginaire, sérieux... Vous avez toujours été obscurantiste. Non, mais vous qui êtes dans la Aucune ligne... contribution patriotique dans ce qui est fait. Non, mais le patriotisme voudrait dire il faut dire la vérité quand cela est nécessaire. Et c'est ce que nous faisons. De manière constructive. Non, constructive, c'est-à-dire je dois caresser Félix Tshisekedi dans Non. le sens de poil. Soyez Aujourd'hui, je constate que ceux qui soutiennent Merci pour Félix cet échange Tshisekedi républicain n'ont que pas nous avons l'intention eu. de soutenir la République. Merci, Alain. Ils s'accrochent à la personne de Félix Tshisekedi alors qu'il y a des gens qui perdent leur vie. Merci bien. Juste les manger, merci beaucoup d'être Merci, venu. Pour ceux qui Pierre souhaitent Kayembe. rejoindre le mouvement, le courant politique avance. Quel est le procédé? Comment on fait? Déjà, nous avons l'avantage d'avoir des adresses virtuelles Ouais. à travers X, Facebook. Les comptes sont là, avancent. Il y a nos comptes personnels et des autres acteurs d'avance. Ils peuvent nous contacter aussi par téléphone, si je peux donner le numéro. Allez-y. Par plus 243 84 076 17 35. Merci bien. Donc, s'ils Ah, composent c'est ce le nom de numéro, Félix Tshisekedi. non, c'est les numéros pour adhérer à Avance Pour et devenir faire le séréniste. patriotisme, soutenir son pays, ne Merci pas bien. faire de l'obscurantisme. Alain comme Bolodja, Alain Un Bolodja. détourné ne Alain soutient Bolodja, pas son président pays, du soutient parti sa poche. le BAC, Vous détournez, les Vonnous reconnaissez. et Bâtissons. Alain, merci beaucoup à vous d'être venus. On prend rendez-vous prochainement, messieurs. Ça a été un plaisir Merci. de vous avoir tous les deux pour ce débat républicain à toutes et à chacun. Merci pour le temps que vous nous avez donné. Portez-vous bien. Bonsoir.